Mars 2021. Place Saint-Michel, Paris. Les lourdes portes en bois se ferment pour la dernière fois. Les emblématiques stores jaunes, qui ont abrité des générations d'étudiants pendant plus d'un siècle, sont démontés. Le silence remplace soudainement le bourdonnement intellectuel du quartier latin. Il fut un temps où cet endroit était l'âme littéraire de la France. Gibert n'était pas seulement la plus grande librairie indépendante du pays, c'était un rite de passage. À son apogée, des millions d'étudiants faisèrent la queue chaque mois de septembre, sac jaune à la main, pour revendre et acheter leurs manuels. C'était un empire florissant de la culture abordable, un sanctuaire où le savoir circulait de main en main. Mais aujourd'hui, les immenses rayons en bois massif sont vides. Les employés, la voix brisée, font leurs adieux à des clients en larmes. Là où s'entassaient autrefois les grands classiques de la littérature, il ne reste que la poussière et le vide glacial d'une époque révolue. Comment une institution culturelle colossale, capable de survivre à 2 guerres mondiales et à de multiples crises économiques, a-t-elle pu s'effondrer ainsi? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un virus mortel ou de l'ombre écrasante d'Amazon, c'est la chronique d'un monde en pleine mutation, de décisions fatidiques en salle de réunion, et d'un centre-ville parisien qui a fini par repousser ceux-là même qui le faisaient ne vivre. Voici l'histoire de Gibert, la grandeur et la décadence d'un empire de papier et ce que sa fragmentation révèle sur l'évolution brutale de la société française. Paris, 1886. Les brumes matinales s'élèvent lentement au-dessus des eaux troubles de la Seine, enveloppant l'île de la Cité et les tours lointaines de Notre-Dame dans un manteau grisâtre. Sur le quai Saint-Michel, au cœur du quartier latin, le bruit des calèches sur les pavés humides se mêle aux cris des vendeurs ambulants. C'est dans cette effervescence, celle d'un Paris de la fin du XIXe siècle en pleine mutation industrielle et intellectuelle, qu'une histoire extraordinaire s'apprête à naître. Elle ne commence pas dans les salons dorés de la bourgeoisie, ni dans une imposante salle de conseil d'administration. Elle commence dans le froid mordant de l'hiver parisien, avec 4 simples boîtes en bois accrochées aux parapets du fleuve. Celui qui se tient derrière ces boîtes d'occasion s'appelle Joseph Gibert. À 34 ans, cet homme au regard perçant n'est pas un commerçant de naissance. C'est un professeur de lettres classiques. Originaire de la région de Saint-Étienne, il a enseigné au collège, transmettant sa passion pour les mots et la littérature. Pourtant, poussé par une intuition fulgurante, il a fait le choix audacieux, presque insensé pour l'époque, d'abandonner la sécurité et le prestige de l'enseignement pour devenir bouquiniste. Mais Joseph Gibert n'est pas venu sur les quais de la Seine pour vendre des éditions rares à de vieux collectionneurs fortunés. Il a un tout autre public en tête et une mission bien plus grande. Pour comprendre le coup de génie de Joseph Gibert, il faut d'abord comprendre le bouleversement sismique qui secoue la société française à cette époque. Nous sommes au lendemain des lois Jules Ferry de 1881 et 1882. L'école primaire vient de devenir gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants de la République. Du jour au lendemain, des millions de jeunes garçons et filles, issus de la classe ouvrière ou paysanne, doivent s'asseoir sur les bancs de l'école. L'instruction publique est en marche, l'alphabétisation explose, et avec elle, un besoin colossal, écrasant, de manuels scolaires. Le problème? Les livres neufs coûtent une fortune. Pour une famille ouvrière de la fin du XIXe siècle, acheter une grammaire, un manuel de géographie ou une édition d'Homère est un sacrifice financier majeur. C'est ici que Joseph Gibert intervient. En tant qu'ancien professeur, il connaît parfaitement les programmes. En tant qu'observateur aiguisé de la société, il comprend la détresse financière des étudiants et des familles. Il invente alors un concept qui va révolutionner le commerce culturel, l'achat et la revente systématique de manuels scolaires d'occasion. Son modèle est d'une simplicité redoutable. Il rachète à bas prix les livres des élèves passés dans la classe supérieure et les revend à une fraction du prix du neuf à ceux qui en ont besoin. Dans ces 4 boîtes vertes face à la Seine, l'étudiant fauché trouve son salut. Le succès est immédiat, brutal, foudroyant. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toutes les facultés du quartier latin, de la Sorbonne au Collège de France. On ne va plus simplement acheter un livre, on va chez Gibert. La demande devient si forte que les 4 boîtes de bouquinistes craquent sous le poids des volumes et de l'affluence. L'hiver sur les quais est rude, les livres s'abîment avec l'humidité et les files d'attente sur les trottoirs étroits deviennent ingérables.
Joseph Gibert sait qu'il tient entre ses mains bien plus qu'un petit commerce de rue. Il tient la clé d'un empire naissant. Il doit s'agrandir. Il doit franchir le parapet. En 1888, 2 ans seulement après son arrivée sur les quais, Joseph Gibert franchit le trottoir et ouvre sa toute première véritable boutique au 26 quai Saint-Michel, bientôt suivi par le légendaire numéro 23. Ce n'est plus une simple boîte soumise aux caprices du climat parisien. C'est une librairie avec des murs, des étagères montant jusqu'au plafond et un toit pour protéger ce savoir si précieux. Ce passage du trottoir à la boutique marque la véritable fondation de l'entreprise. Dans cette boutique chauffée, l'odeur caractéristique de l'encre et du papier jauni s'installe. Le professeur devenu entrepreneur vient de créer le premier sanctuaire de la culture abordable en France. L'ADN de la marque est désormais gravé dans la pierre du quartier latin. Le livre d'occasion, le rachat aux étudiants, la rotation rapide des stocks et une promesse silencieuse de rendre la culture accessible à ceux qui n'ont pas les moyens de l'acheter neuve. Cependant, Joseph Gibert ignore encore que ce triomphe initial n'est que le prologue d'une saga familiale complexe. À sa mort, il laissera derrière lui non seulement une institution parisienne extrêmement rentable, mais aussi 2 fils ambitieux. Et c'est cette succession qui va, de manière paradoxale, transformer une grande librairie en un véritable empire hégémonique, divisé par le sang, mais uni par une seule et même couleur emblématique. Paris, 1929. Les années folles touchent à leur fin, mais l'effervescence intellectuelle du quartier latin ne montre aucun signe de ralentissement. Le petit commerce de boîtes sur les quais, initié par Joseph Gibert 40 ans plus tôt, s'est métamorphosé en une institution parisienne florissante. Mais derrière les portes closes de la famille Gibert, une tempête se prépare. Le fondateur visionnaire Joseph s'est éteint en 1915, laissant son œuvre entre les mains de ses 2 fils, Joseph, qui porte le même prénom que son père, et Régis. Pendant plus d'une décennie, les 2 frères tentent de maintenir l'unité de l'héritage paternel. Cependant, les visions divergent, les méthodes s'opposent et les ambitions personnelles finissent par s'entrechoquer. En 1929, l'inévitable se produit, la rupture. Une scission familiale qui aurait pu signer la fin prématurée de l'entreprise va, contre toute logique commerciale, donner naissance à l'un des empires les plus hégémoniques de l'histoire de la distribution culturelle française. Les 2 frères décident de séparer l'entreprise originelle en 2 entités distinctes et totalement indépendantes. L'aîné Joseph rebaptise sa part Gibert-Joseph. Le cadet Régis crée de son côté Gibert-Jeune. Ce qui est fascinant dans ce divorce commercial, c'est le terrain de jeu qu'ils choisissent. Plutôt que de s'éloigner l'un de l'autre pour éviter de se cannibaliser, ils s'installent littéralement à quelques mètres de distance, se partageant les trottoirs de la place Saint-Michel et du boulevard éponyme. Une guerre fratricide s'engage alors sur la place la plus prestigieuse de la capitale. Cette rivalité, qui aurait dû être financièrement destructrice, se révèle être un coup de maître tactique totalement involontaire. En se battant férocement pour attirer chaque étudiant, chaque professeur, chaque lecteur de passage, Gibert-Joseph et Gibert-Jeune saturent l'espace. Ils rachètent un à un les bâtiments environnants pour agrandir leur surface de vente. Les devantures se multiplient sur plusieurs étages. Bientôt, il devient impossible de lever les yeux sur la place Saint-Michel sans voir leur nom. En occupant l'intégralité du territoire mental et géographique, ils étouffent dans l'œuf toute tentative de concurrence externe. Pour le client parisien, la distinction entre Joseph et Jeune devient une simple querelle d'initiés. Ce qu'il voit, c'est un seul et même géant invincible qui encercle la fontaine Saint-Michel. C'est à cette époque que naît l'arme la plus redoutable de cet empire bicéphale, son identité visuelle. Pour marquer leur territoire, les librairies adoptent une couleur qui va s'imprimer dans la rétine de générations entières, un jaune éclatant. Les immenses stores jaunes sont déployés sur les façades haussmanniennes, visibles depuis la rive droite. Mais l'innovation de génie réside dans un objet trivial, le sac en plastique ou en papier, le fameux sac jaune Gibert. Dans la France du milieu du XXe siècle, porter ce sac jaune n'est pas un acte anodin. C'est un marqueur social absolu. C'est le signe d'appartenance à la tribu des intellectuels, le symbole universel de la rentrée universitaire, la preuve tangible que l'on participe à la vie de la cité. Le sac jaune devient une bannière,
promener dans les amphithéâtres de la Sorbonne, dans les rames du métro parisien et aux terrasses des cafés de Saint-Germain-des-Prés. C'est une publicité ambulante d'une efficacité redoutable qui ancre définitivement la marque dans l'inconscient collectif. Tandis que Gibert Jeune consolide sa forteresse historique sur les rives de la Seine, Gibert Joseph, sous l'impulsion de l'aîné, adopte une stratégie d'expansion agressive. Joseph comprend que le modèle de son père, l'achat et la revente de manuels scolaires d'occasion, n'est pas seulement une exception parisienne, mais une nécessité nationale. Dès les années 1930, puis de manière exponentielle pendant les Trente Glorieuses et l'explosion démographique du baby-boom, Gibert Joseph entame une vaste conquête territoriale. La marque sort des frontières de l'Île-de-France pour s'implanter dans toutes les grandes villes universitaires du pays. Lyon, Toulouse, Montpellier, Poitiers, Clermont-Ferrand. Partout où il y a des facultés, un immense magasin Gibert Joseph fait son apparition. Ces nouvelles succursales ne sont plus de petites librairies de quartier indépendantes. Ce sont de gigantesques supermarchés de la culture, s'inspirant des méthodes d'optimisation de la grande distribution naissante. L'entreprise affine son modèle économique pour le rendre chirurgical. Le système de l'occasion est professionnalisé à l'extrême. Des comptoirs dédiés au rachat sont mis en place avec des barèmes précis selon l'état des ouvrages. La rotation des stocks est accélérée à un rythme effréné. Un livre racheté le matin peut se retrouver étiqueté sur les étagères à midi et être revendu avant la fermeture du soir. Ce flux ininterrompu garantit une trésorerie abondante et immédiate. L'entreprise devient une machine à cash. Au fil des décennies, l'Empire jaune s'enracine si profondément dans le paysage français qu'il semble faire partie du patrimoine public. Les deux branches de la famille, bien qu'indépendantes juridiquement, contrôlent ensemble un marché colossal. Avec la massification de l'enseignement supérieur dans les années 1960 et 1970, leurs revenus explosent. À l'aube de leur apogée absolu, le nom de Gibert n'est plus seulement celui d'une librairie. C'est une institution monumentale, un monstre sacré du commerce de détail physique qui semble défier les lois de l'économie. Pourtant, cette puissance titanesque repose sur des fondations intrinsèquement vulnérables. Des immeubles immenses et coûteux en plein centre-ville, des milliers d'employés et la certitude absolue que les clients devront toujours se déplacer physiquement pour accéder au savoir. L'Empire jaune marche vers sa décennie prodigieuse, aveuglé par son propre succès. Les années 1980 et 1990 marquent l'apogée absolue de la marque, une époque que beaucoup considèrent aujourd'hui comme l'âge d'or de la vie étudiante française, avant l'avènement des écrans et de l'instantanéité numérique. À cette époque, le quartier latin à Paris bouillonne d'une énergie intellectuelle palpable. Et dans les grandes métropoles régionales comme Lyon, Toulouse ou Montpellier, les succursales de Gibert Joseph trônent fièrement au centre des artères commerçantes. Le savoir a alors un poids physique. Il se mesure en kilogrammes de papier, en étagères qui ploient, en sacs que l'on porte à l'épaule. Et au centre de cet univers matériel, Gibert règne en maître incontesté. L'enseigne jaune n'est plus seulement une grande librairie, elle est devenue un véritable service public de substitution, une institution dont le rythme dicte celui de la vie académique française. Le moment le plus spectaculaire de cet empire se déroule chaque année à la même période. Le mois de septembre, la rentrée universitaire. Pour comprendre la puissance de Gibert à cette époque, il faut s'imaginer les trottoirs du boulevard Saint-Michel noir de monde. Dès les premières heures de la matinée, des files d'attente colossales serpentent sur des centaines de mètres. Des milliers de lycéens et d'étudiants, souvent accompagnés de leurs parents, patientent pendant des heures, les bras chargés de lourds sacs remplis des manuels de l'année précédente. Ce n'est pas une simple corvée d'achats scolaires, c'est un véritable rite initiatique. On y va pour revendre ses livres et financer ceux de l'année supérieure. Au cœur de cette mécanique parfaitement huilée se trouve le fameux comptoir d'achat, les occasions. Ce lieu est le véritable réacteur nucléaire de l'entreprise. Derrière de longs guichets en bois, les employés de Gibert, que l'on appelle des acheteurs ou des coteurs, officient avec une rapidité et une précision redoutables. Face à eux, l'étudiant dépose sa pile de livres avec une certaine anxiété. L'employé saisit chaque ouvrage, inspecte la couverture, vérifie frénétiquement si des pages sont manquantes, si les paragraphes sont trop soulignés au surligneur fluo. En quelques secondes, le verdict tombe.
Le livre est classé selon un barème strict et un prix de rachat est fixé. Si l'édition est obsolète ou le livre trop abîmé, c'est le refus implacable. Une fois l'évaluation terminée, l'étudiant reçoit un ticket de caisse ou un bon d'achat et se dirige vers les caisses centrales pour récupérer son argent liquide. Mais le génie absolu du modèle Gibert réside dans ce qui se passe juste après. Cet argent durement récupéré ne quitte presque jamais le magasin. L'étudiant, avec ses billets tout neufs en poche, monte immédiatement dans les étages pour arpenter les interminables rayons, à la recherche des manuels d'occasion de sa nouvelle année universitaire, et souvent de quelques romans, d'articles de papeterie ou, plus tard, de disques. C'est un écosystème circulaire parfait. Gibert rachète à un prix bas une matière première qui lui est apportée gratuitement par ses propres clients et la revend avec une marge confortable à ces mêmes clients l'heure qui suit. L'entreprise ne gère aucune logistique d'approvisionnement complexe pour son rayon occasion. Ses clients sont ses fournisseurs. Des millions de volumes transitent ainsi chaque mois, passant d'un sac jaune à un autre, d'une génération d'étudiants à la suivante. Les caisses enregistreuses résonnent sans interruption, générant un flux de trésorerie quotidien phénoménal. Dans ces années de prospérité, les magasins Gibert sont des labyrinthes merveilleux. Ils grouillent de vie. On y croise le professeur de la Sorbonne cherchant une édition épuisée, le passionné de bande dessinée fouillant dans les bacs à prix réduit, et l'étudiant fauché flânant pendant des heures entre les rayons. L'atmosphère est unique. Un mélange d'effervescence commerciale et de silence feutré propre aux bibliothèques. Les vendeurs, souvent de véritables érudits dans leurs rayons, conseillent, guident et partagent leur passion avec une clientèle fidèle. Pourtant, sous le vernis étincelant de ce triomphe absolu, des tensions invisibles commencent à s'accumuler. L'illusion de l'invincibilité est totale. Banquiers, dirigeants, employés, tout le monde est convaincu que ce modèle, qui a traversé les décennies, est éternel. Après tout, les étudiants auront toujours besoin de livres, n'est-ce pas? Mais cette machine à cash repose sur un postulat extrêmement fragile, la nécessité absolue du déplacement physique et l'absence d'alternative à l'objet livre. Pour soutenir ce volume de vente vertigineux, l'Empire jaune a besoin de surfaces toujours plus grandes, situées dans les emplacements les plus chers des centres-villes. Les loyers de ces immenses bâtiments haussmanniens sont colossaux. La masse salariale, nécessaire pour trier manuellement des millions de livres, conseiller les clients et encaisser les achats, est gigantesque. Le modèle économique de Gibert est celui d'un mastodonte lourd, dont les coûts fixes sont astronomiques. Tant que la demande est massive et ininterrompue, le chiffre d'affaires couvre largement ses dépenses. Mais la moindre baisse de fréquentation, le moindre grain de sable dans cette immense mécanique d'horlogerie, menace de transformer ce paquebot majestueux en un navire incapable de virer de bord. Alors que les années 1990 s'achèvent dans l'euphorie d'une consommation culturelle physique à son zénith, la direction de Gibert a le regard tourné vers le passé glorieux plutôt que vers l'horizon. Il ne voit pas que le monde s'apprête à changer de siècle, et avec lui, de paradigme. À l'aube des années 2000, le passage au nouveau millénaire s'effectue sans accroc pour l'Empire jaune. Le grand bug informatique redouté n'a pas eu lieu, et dans les bureaux de direction de Gibert-Joseph comme de Gibert-Jeune, l'atmosphère est à l'euphorie. Les bilans comptables de la fin des années 1990 affichent des chiffres d'affaires colossaux. La marque n'a jamais été aussi puissante, aussi omniprésente. Mais c'est précisément dans cette atmosphère de triomphe absolu que va s'installer le pire ennemi de toute entreprise historique, le vertige du succès et l'illusion d'une invincibilité éternelle. Convaincus que leur modèle d'achat-vente d'occasion est une formule magique transposable à l'infini, les dirigeants de Gibert décident de voir beaucoup plus grand. Le livre, bien qu'il reste le cœur battant de l'entreprise, ne suffit plus à étancher leur soif d'expansion. Le monde de la culture est en pleine ébullition, et Gibert veut en devenir le supermarché absolu. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de la diversification massive vers le multimédia et la papeterie à grande échelle. Dans les immenses magasins de Paris et des grandes villes de province, des étages entiers sont restructurés. De nouveaux espaces, gigantesques, sont dédiés à la musique et à la vidéo. C'est l'époque triomphante du disque compact, CD, et l'ascension fulgurante du DVD. Gibert applique à ces nouveaux supports la méthode qui a fait sa fortune avec les manuels scolaires.
racheter les disques et les films des clients pour les revendre d'occasion. Rapidement, les bacs jaunes se remplissent de millions de boîtiers en plastique. Des bornes d'écoute sont installées, attirant une foule de jeunes qui viennent passer des heures à découvrir les derniers albums. Gibert devient un disquaire géant, rivalisant directement avec des enseignes comme la Fnac ou Virgin Megastore. Cette stratégie d'expansion semble, dans un premier temps, couronnée d'un succès éclatant. Les magasins ne désemplissent pas. Les clients entrent pour revendre un vieux manuel d'histoire et ressortent avec 3 romans, un bloc-notes, 2 CD et un film. Le panier moyen augmente. Pour soutenir cette croissance frénétique, Gibert continue d'acquérir de nouvelles surfaces commerciales. L'entreprise loue ou achète des bâtiments historiques, souvent massifs et complexes à aménager, situés dans les artères les plus prestigieuses et les plus chères des centres-villes français. L'empreinte physique du colosse devient gargantuesque. Pourtant, sous cette surface rutilante, une mécanique redoutable est en train de se gripper. En se transformant en hypermarché culturel, les magasins Gibert accumulent des vulnérabilités silencieuses. La première est d'ordre financier et logistique. Contrairement à un livre classique, dont la valeur se déprécie lentement, le marché du multimédia est d'une volatilité extrême. Un CD très demandé aujourd'hui peut ne plus rien valoir 6 mois plus tard. Les formats technologiques évoluent à une vitesse vertigineuse. De plus, les marges bénéficiaires sur les produits neufs, dictées par les grandes maisons de disques et les studios de cinéma, sont infiniment plus minces que celles réalisées sur les livres anciens. Pour gérer ces millions d'articles supplémentaires, il faut embaucher massivement. L'armée de coteurs, de caissiers, de manutentionnaires et de conseillers gonfle à vue d'œil. Les frais fixes de l'entreprise, salaire, loyer premium, entretien de bâtiments vieillissants, charges d'exploitation, atteignent des sommets historiques. Le modèle Gibert est devenu une bête affamée. Pour survivre à de tels coûts de structure, il lui faut impérativement une fréquentation monstre et un volume de vente ininterrompu. La moindre baisse de régime serait catastrophique. Mais la plus grande vulnérabilité de Gibert dans les années 2000 est psychologique. C'est la cécité stratégique de ses instances dirigeantes. Confortablement installée dans ses certitudes, la direction cultive une forme d'arrogance institutionnelle. Protégée par des décennies de quasi-monopole sur le marché de l'occasion étudiante et par un nom devenu mythique, l'entreprise regarde le monde changer avec une condescendance polie. Au tournant du siècle, un murmure commence pourtant à se faire entendre. Aux États-Unis, une entreprise naissante nommée Amazon commence à vendre des livres sur un réseau encore balbutiant, Internet. En France, les premiers modems crépillent dans les foyers, mais dans les salles de réunion de Gibert, on balaie ces innovations d'un revers de la main. Le dogme est clair, jamais un écran d'ordinateur ne remplacera l'expérience physique de flâner entre des étagères en bois. Jamais les étudiants ne renonceront au plaisir de marchander leurs vieux livres au comptoir des occasions pour obtenir de l'argent liquide instantanément. La dématérialisation est perçue, au mieux, comme un marché de niche pour technophiles marginaux, au pire, comme une mode passagère. Ce biais de confirmation est le piège classique des grands empires. Gibert est tellement concentré sur l'optimisation de son passé qu'il est incapable de concevoir son avenir. Il perfectionne l'éclairage de leurs rayons CD, au moment même où un étudiant américain invente un logiciel de partage de fichiers nommé Napster. Ils inaugurent de nouveaux mètres carrés dédiés aux encyclopédies physiques, alors que Wikipédia s'apprête à naître. Tandis que la première décennie des années 2000 avance, Gibert est à son apogée physique. Mais l'entreprise est en réalité un géant aux pieds d'argile, alourdi par ses stocks et aveuglé par son orgueil. À l'extérieur des vitrines jaunes du quartier latin, le ciel s'assombrit. Une révolution numérique d'une violence inouïe est en marche. Elle ne va pas seulement concurrencer Gibert, elle va rendre son modèle économique fondamentalement obsolète. Au début des années 2000, l'ennemi qui s'apprête à faire vaciller l'empire Gibert n'a ni vitrine prestigieuse sur le boulevard Saint-Michel, ni sac jaune distinctif, ni vendeurs érudits arpentant des rayons en bois massif. Cet ennemi est invisible, silencieux, et se matérialise d'abord par le crépitement aigu des modems 56K dans les foyers français. C'est une page web, d'abord rudimentaire, fondée par un certain Jeff Bezos à Seattle, qui arrive en France en l'an 2000 sous le nom d'Amazon.fr. Dans un premier temps,
Les acteurs traditionnels de la librairie française, Gibert en tête, observent cette incursion numérique avec un mélange de curiosité amusée et de scepticisme hautain. La France possède en effet une armure législative unique au monde, la loi Lang de 1981, qui impose le prix unique du livre neuf. Contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où Amazon peut écraser ses concurrents en vendant des best-sellers à perte, la loi française interdit le dumping sur les livres neufs. Chez Gibert, on se rassure. On se dit que l'expérience physique, le conseil du libraire et l'odeur du papier resteront toujours supérieurs à un écran froid. Mais cette analyse souffre d'un angle mort tragique. La véritable menace d'Amazon et de l'e-commerce naissant ne concerne pas immédiatement le livre neuf. Elle s'attaque directement au cœur nucléaire du modèle Gibert, à sa vache à lait historique, à son ADN même, le marché de l'occasion. La loi Lang ne s'applique pas aux livres de seconde main. Or, c'est précisément sur ce terrain que la révolution numérique va s'avérer dévastatrice. Au début des années 2000, de nouvelles plateformes françaises et internationales comme Price Minister, fondée en 2000, et eBay explosent, bientôt suivis par le marketplace d'Amazon. Ces sites inventent la désintermédiation absolue. Soudainement, l'étudiant de province ou de banlieue parisienne n'a plus besoin de remplir un sac à dos de 10 kilos, de prendre le RER et de faire la queue pendant 2 heures sous la pluie pour soumettre ses vieux manuels à l'évaluation stricte d'un acheteur Gibert. Depuis sa chambre, en quelques clics, il lui suffit désormais de scanner le code-barre de son livre de droit ou de médecine, de fixer lui-même son prix et de le vendre directement à un autre étudiant à l'autre bout de la France. La magie de la technologie connecte l'offre et la demande sans avoir besoin des milliers de mètres carrés de stockage d'une boutique haussmannienne. Le modèle circulaire parfait de Gibert, ce monopole de fait où les clients étaient aussi les fournisseurs, est brutalement décentralisé. Pire encore, les algorithmes de ces plateformes permettent une guerre des prix instantanée. Face à la concurrence infinie du web, les prix de l'occasion baissent. Gibert se retrouve pris en étau. Pour continuer à attirer des vendeurs, l'enseigne doit maintenir des prix de rachat attractifs, mais pour vendre face à Internet, elle doit baisser ses prix de vente. La marge bénéficiaire, autrefois si confortable, commence à fondre inexorablement. Les files d'attente colossales du mois de septembre, jadis baromètre de la santé insolente de l'entreprise, commencent à s'éclaircir d'année en année. La tribu étudiante a trouvé un nouveau terrain de jeu, virtuel et sans frontières. La perte progressive du monopole sur le livre d'occasion n'est pourtant que la première lame d'un ciseau redoutable. La deuxième va s'abattre avec une violence inouïe sur la stratégie de diversification de l'entreprise. Gibert avait misé massivement sur le multimédia, transformant des étages entiers en supermarchés de la musique et du cinéma. Mais l'avènement de l'Internet haut débit, l'ADSL, déclenche un tsunami que personne n'avait anticipé. Dès le milieu des années 2000, le piratage massif, puis l'apparition des plateformes de téléchargement légal, et enfin le triomphe fulgurant du streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Netflix, désintègrent le marché des supports physiques. Pourquoi acheter un CD d'occasion à 7 € quand on peut écouter toute la musique du monde gratuitement ou pour un abonnement dérisoire sur son téléphone portable? Les immenses bacs jaunes de CD et de DVD, qui devaient être le moteur de croissance du nouveau millénaire, se transforment soudainement en gouffres financiers. Ces mètres carrés premium, loués à prix d'or au cœur de Paris et des grandes métropoles, deviennent des espaces morts. En 2013, un événement sismique secoue le monde de la distribution culturelle française. Le dépôt de bilan de Virgin Megastore, qui ferme l'intégralité de ses magasins, y compris son vaisseau amiral sur les Champs-Élysées. C'est un avertissement sanglant pour tous les hypermarchés culturels physiques. Le modèle s'effondre. Pourtant, chez Gibert, la réaction est d'une lenteur dramatique. L'entreprise, alourdie par sa propre histoire et son organisation bicéphale, Gibert Joseph d'un côté, Gibert Jeune de l'autre, peine à engager une véritable transition numérique. Bien sûr, Gibert finit par lancer son propre site web pour tenter de contrer Amazon. Mais l'initiative ressemble au combat d'une diligence contre un train à grande vitesse. L'interface est lourde, la navigation complexe. Gérer un stock unifié entre des dizaines de magasins physiques, où les livres sont déplacés physiquement en permanence, et un site de commerce en ligne exige une infrastructure logistique et informatique colossale que l'entreprise n'a pas anticipée.
Pendant ce temps, Amazon construit d'immenses entrepôts ultra-robotisés dans des zones industrielles excentrées où le prix du mètre carré est dérisoire, bénéficiant d'une logistique redoutable capable de livrer un livre en 24 heures. Gibert, à l'inverse, continue de payer des loyers astronomiques pour stocker des invendus en plein cœur du 6e arrondissement de Paris. La structure de coût du modèle historique devient un fardeau mortel. Dans cette guerre asymétrique, le carton brun frappé d'un sourire noir est en train de remplacer le célèbre sac jaune dans les habitudes des consommateurs. L'ombre numérique s'étend sur l'Empire. Gibert n'est pas encore vaincu. Ses magasins sont encore ouverts. Mais ses fondations tremblent. Les marges s'effondrent, les stocks de produits obsolètes s'accumulent et le trafic en magasin chute inexorablement. Il aurait fallu un climat économique parfait, une stabilité sociale absolue pour permettre à l'enseigne de se restructurer en douceur. Malheureusement pour Gibert, le pire est encore à venir. La société française s'apprête à traverser une série de crises urbaines et sociales sans précédent, qui vont transformer le quartier latin et les centres-villes en véritables déserts commerciaux. Alors que la révolution numérique siphonne silencieusement la clientèle de Gibert via les écrans d'ordinateur, une autre menace, cette fois-ci purement physique et géographique, est en train de transformer le berceau historique de l'entreprise. Le quartier latin, ce microcosme bouillonnant qui a nourri la croissance de l'enseigne pendant plus d'un siècle, est en train de muter de façon irréversible. C'est le phénomène implacable et silencieux de la gentrification parisienne. Au fil des décennies, Paris est devenu l'une des villes les plus chères au monde. Les loyers commerciaux et résidentiels du centre-ville, particulièrement dans les 5e et 6e arrondissements, atteignent des sommets vertigineux. Lentement mais sûrement, la population étudiante, la sève même de l'Empire Gibert, est repoussée au-delà du périphérique urbain. Les petites chambres de bonne sous les toits, autrefois louées pour une bouchée de pain par des étudiants en lettres ou en droit, sont rachetées, rénovées et transformées en pied-à-terre luxueux pour une clientèle internationale ou en location touristique de courte durée. L'université de la Sorbonne est toujours là, majestueuse, mais ses étudiants n'y habitent plus. Ils dorment en banlieue et font de longs trajets quotidiens en RER. Pour Gibert, cette évolution démographique est une catastrophe à retardement. Historiquement, la force de la librairie résidait dans l'achat spontané. L'étudiant qui vivait à 2 rues de la place Saint-Michel passait chez Gibert plusieurs fois par semaine, flânait entre les rayons, revendait un livre pour s'offrir un café ou un disque. Mais lorsque ce même étudiant doit faire 45 minutes de train pour rentrer chez lui après les cours, ses habitudes changent radicalement. Aller chez Gibert devient une expédition planifiée, une corvée que l'on préfère souvent remplacer par la facilité d'un achat en ligne livré directement dans la boîte aux lettres. Le boulevard Saint-Michel se métamorphose. Les cinémas d'art et d'essai et les petites librairies indépendantes ferment les uns après les autres, remplacées par des chaînes de fast-food, des boutiques de vêtements de sport et des enseignes destinées aux touristes de passage. Au milieu de ce paysage dénaturé, les immenses façades jaunes de Gibert font figure d'anomalie d'un autre temps. Leurs mètres carrés monumentaux, qui étaient autrefois leur plus grand atout pour écraser la concurrence, deviennent un fardeau mortel. Chaque mois, qu'il y ait des clients ou non, les loyers astronomiques de ces bâtiments haussmanniens doivent être payés. La pression immobilière agit comme un garrot, réduisant la trésorerie de l'entreprise à peau de chagrin. Comme si cette désertification culturelle ne suffisait pas, la fin de la décennie 2010 va soumettre le modèle des magasins physiques français à une série de chocs exogènes d'une violence inédite. Les rues de Paris et celles des grandes métropoles régionales abritant les succursales de l'enseigne cessent d'être des artères commerçantes paisibles pour devenir les théâtres réguliers de l'expression de la colère sociale française. À l'automne 2018, le mouvement des Gilets jaunes éclate. Pendant des mois, la France vit au rythme de ces manifestations massives. Chaque samedi, historiquement le jour le plus crucial pour le chiffre d'affaires d'une enseigne de détail de centre-ville, Paris est paralysé. Les manifestations, souvent émaillées de violents affrontements avec les forces de l'ordre, transforment des quartiers entiers en zones inaccessibles, saturées de gaz lacrymogènes et barricadées par des cordons de police. Pour Gibert, dont les magasins phares se trouvent précisément sur les axes de ces rassemblements, l'impact est dévastateur.
Le samedi matin, au lieu d'accueillir des foules de lecteurs, les employés sont contraints de baisser les lourds rideaux de fer pour protéger les vitrines. À l'intérieur, les allées sont désespérément vides. Les quelques samedis où les magasins parviennent à rester ouverts, l'atmosphère de tension extrême dans la capitale dissuade les familles et les étudiants de venir flâner. Le chiffre d'affaires des week-ends s'effondre. Puis alors que le mouvement social commence à s'essouffler fin 2019, une nouvelle tempête s'abat sur le commerce physique, les grèves historiques contre la réforme des retraites. Pendant près de 2 mois, de décembre 2019 à janvier 2020, les transports en commun franciliens et nationaux sont quasiment à l'arrêt. Sans métro et sans train de banlieue, le cœur de Paris est coupé du monde. La période cruciale des fêtes de fin d'année, vitale pour la survie d'un commerce culturel, est anéantie. Les employés de Gibert qui parviennent à se rendre au travail, parfois après des heures de marche ou de vélo dans le froid hivernal, se retrouvent à errer dans des supermarchés du livre désert. La mécanique implacable des coûts fixes continue de tourner à vide. Les millions de livres et de CD dorment sur les étagères. La masse salariale reste identique. Les loyers premium du quartier latin tombent ponctuellement, mais les caisses enregistreuses restent muettes. Ce cocktail toxique d'inflation immobilière, d'exode étudiant, de concurrence numérique et de paralysie urbaine provoque une hémorragie financière sans précédent. L'Empire jaune, attaqué de toutes parts, commence à se fissurer de l'intérieur. Face à l'imminence du désastre, dans les couloirs feutrés de la direction, une décision impensable est sur le point d'être prise. Un secret de famille gardé pendant près de 90 ans va devoir être brisé dans l'espoir désespéré de sauver le navire du naufrage. L'année 2017 marque un tournant historique dans la saga de l'Empire jaune. Face à l'effondrement continu de la fréquentation en magasin, à la montée en puissance inexorable du commerce en ligne et à l'explosion des loyers parisiens, les bilans comptables des deux branches de la famille Gibert virent au rouge vif. L'hémorragie financière est telle qu'il devient impossible de l'ignorer. L'illusion de l'invincibilité a définitivement volé en éclats, remplacée par un instinct de survie brutal. C'est dans ce climat d'urgence absolue que va se jouer une scène impensable quelques années plus tôt, la réunification des deux frères ennemis. Pour comprendre la portée symbolique et économique de cette décision, il faut se rappeler qu'en 1929, la scission entre Gibert Joseph et Gibert Jeune avait créé deux entreprises juridiquement et financièrement totalement distinctes. Pendant près de 88 ans, elles s'étaient livrées une guerre froide commerciale acharnée, se partageant les trottoirs de la place Saint-Michel. Pendant les décennies de prospérité, cette rivalité avait été un moteur de croissance et avait permis de verrouiller le marché. Mais dans le contexte de crise des années 2010, cette dualité est devenue une aberration économique mortelle. Avoir deux entités séparées sur le même territoire signifie supporter une redondance de coûts absurde. Deux directions générales, deux services des ressources humaines, deux réseaux logistiques, deux systèmes informatiques distincts et surtout 2 fois plus de loyers commerciaux à payer pour des magasins qui se font concurrence sur les mêmes produits, parfois à quelques mètres d'écart. Gibert Jeune, particulièrement concentré sur la place Saint-Michel et très dépendant du marché de l'occasion scolaire, est le plus durement touché par la crise. Ses pertes s'accumulent à un rythme alarmant. Gibert Joseph, fort de son réseau en province et d'une diversification un peu mieux maîtrisée, est légèrement plus solide, mais sent également le vent du boulet. À l'automne 2017, la nouvelle tombe dans la presse économique et stupéfie le monde de la librairie française. Le groupe Gibert Joseph annonce le rachat de Gibert Jeune. 88 ans après le grand partage, la famille se réunit. Sur le papier, le discours officiel se veut rassurant, voire triomphant. Les communiqués de presse parlent de synergie, de création d'un champion national incontesté du livre indépendant, de rationalisation des coûts et de la volonté de peser plus lourd face à Amazon. Pour le grand public et les nostalgiques du quartier latin, c'est une belle histoire de réconciliation familiale. Mais derrière les portes closes des salles de conseil, l'atmosphère n'est pas à la fête. Ce n'est pas un mariage d'amour ni même une alliance stratégique offensive, c'est un sauvetage d'urgence. C'est le rattachement d'un navire en train de sombrer à un autre navire qui prend l'eau. La fusion opérationnelle se révèle être un véritable cauchemar logistique et humain. Rassembler deux entreprises historiques qui ont évolué séparément pendant près d'un siècle est une tâche titanesque. Les cultures d'entreprise, bien que nées du même patriarche, ont divergé.
Les employés de Gibert Jeune et de Gibert Joseph, qui s'observaient en chiens de faïence depuis les vitrines d'en face pendant des décennies, se retrouvent soudainement collègues. La méfiance règne. Le plus grand défi est l'harmonisation. Les systèmes informatiques, vieillissants et archaïques dans les deux entreprises, refusent de communiquer entre eux. Le suivi des stocks, essentiel dans le métier de l'occasion, devient un casse-tête quotidien. Mais le véritable drame de cette fusion se joue sur le plan social. L'objectif premier de ce rachat étant de réduire les coûts, la rationalisation implique inévitablement des doublons. Il n'y a plus besoin de 2 directeurs des achats, de 2 responsables marketing ou d'autant de personnel d'encadrement. L'anxiété s'empare des milliers de salariés de l'enseigne. Les rumeurs de plans de départ volontaires et de fermeture de magasins commencent à circuler dans les rayons. De plus, si la fusion permet effectivement de mutualiser certaines dépenses, elle ne règle absolument aucun des problèmes structurels qui rongent le modèle Gibert. Réunir 2 entreprises qui souffrent des mêmes maux ne crée pas un remède. Cela ne fait que créer un malade plus volumineux. Le loyer astronomique de la place Saint-Michel reste le même. La désertion des étudiants du centre de Paris continue. Les ventes de CD et de DVD poursuivent leur chute libre. Et Amazon, depuis ses immenses entrepôts robotisés de banlieue, continue de grignoter inexorablement les parts de marché, insensible aux drames internes de la vieille librairie parisienne. En réalité, cette réunion désespérée de 2017 n'a pas été un tremplin vers le futur, mais une digue fragile érigée pour retarder la marée. L'entreprise, désormais unifiée sous la bannière d'un seul groupe, se retrouve lourdement endettée par l'opération de rachat et engluée dans des conflits de restructuration interne. Au lieu de se concentrer sur l'innovation et la refonte totale de son modèle numérique, la direction passe 2 années cruciales à tenter de colmater les brèches d'un navire trop lourd. À l'aube de l'année 2020, le groupe Gibert, réunifié mais épuisé, tient encore debout. Les magasins sont ouverts, les sacs jaunes circulent encore, bien qu'en moins grand nombre. L'enseigne espère que la tempête sociale des gilets jaunes et des grèves est derrière elle, et que la décennie qui s'ouvre lui laissera le temps de s'adapter. Ils ignorent que l'histoire, capricieuse et cruelle, s'apprête à abattre sa dernière carte. Un événement impensable, mondial, va s'abattre sur le commerce physique avec la violence d'un coup près, transformant cette lente agonie en une mise à mort expéditive. Le rideau de fer s'apprête à tomber. Au début de l'année 2020, les dirigeants et les employés de Gibert reprennent à peine leur souffle. Après avoir survécu au samedi noir des Gilets jaunes et à la paralysie totale des grèves des transports de l'hiver précédent, l'entreprise unifiée espère enfin un printemps paisible pour tenter de redresser ses comptes. Dans les allées des magasins, on réorganise les rayons, on prépare les commandes de la rentrée littéraire, on tente de faire bonne figure malgré la dette écrasante liée au rachat de Gibert Jeune. Mais l'histoire ne leur accordera aucun répit. Une menace invisible, née à des milliers de kilomètres de Paris, s'apprête à déferler sur l'Europe et à figer le monde entier. Le mardi 17 mars 2020, à midi, la France bascule dans l'inconnu. Suite à l'allocution solennelle du président de la République décrétant un confinement national strict face à la pandémie de Covid-19, le pays s'arrête net. Les grilles en fer de tous les commerces jugés non essentiels sont abaissées. Place Saint-Michel, au cœur du quartier latin, le silence qui s'installe est assourdissant, presque irréel. Du jour au lendemain, les étudiants, les flâneurs, les touristes et les professeurs s'évaporent. Les lourdes portes de Gibert Joseph et de Gibert Jeune sont verrouillées, emprisonnant à l'intérieur des millions d'ouvrages dans l'obscurité. Pour un géant de la distribution physique comme Gibert, ce confinement n'est pas seulement une pause commerciale, c'est une asphyxie totale et immédiate. Le modèle économique de l'enseigne repose intégralement sur la friction du réel. Le passage en magasin, l'achat d'impulsions en tête de gondole, et surtout l'évaluation physique des livres d'occasion au comptoir. Or, l'occasion ne peut pas se numériser du jour au lendemain. On ne peut pas évaluer l'état des pages cornées ou le jaunissement d'une couverture à travers un écran. Le cœur battant du réacteur Gibert est brutalement mis à l'arrêt. Pendant les longues semaines de ce premier confinement, le contraste avec les géants du numérique devient insoutenable, cruel. Tandis que les magasins Gibert sont plongés dans le noir, accumulant de la poussière et des loyers impayés, les entrepôts d'Amazon tournent à plein régime.
Les Français, enfermés chez eux, n'ont jamais autant lu, mais ils commandent en ligne. Le retard technologique que Gibert a accumulé pendant des années lui explose au visage. Son site internet, trop fragile et mal relié aux immenses stocks physiques immobilisés dans les boutiques parisiennes, est incapable de capter cette manne financière providentielle. L'enseigne regarde, impuissante, ses derniers clients fidèles migrer définitivement vers le commerce électronique. Lorsque la France entame son lent déconfinement en mai 2020, le paysage a changé. Les rideaux de fer de Gibert se relèvent, mais le miracle n'a pas lieu. Les universités parisiennes restent fermées, privilégiant l'enseignement à distance. Les étudiants de province ou de l'étranger ne sont pas revenus à Paris. Le quartier latin est un navire fantôme. Les couloirs de la Sorbonne sont vides, et par conséquent, les rayons de Gibert le sont aussi. Pour la direction, le constat est sans appel. Le chiffre d'affaires s'est littéralement volatilisé pendant 2 mois, mais les charges fixes, les loyers faramineux des multiples bâtiments de la place Saint-Michel et les salaires d'une partie des employés ont continué de courir. La trésorerie, déjà exsangue avant la crise, est désormais inexistante. Le groupe n'a plus les moyens de payer ses fournisseurs ni d'honorer ses échéances bancaires. Le paquebot prend l'eau de toutes parts et les pompes sont en panne. Fin mai 2020, l'inévitable se produit. Le symbole est d'une tristesse absolue. Les dirigeants de cette institution plus que centenaire, qui a survécu à 2 guerres mondiales, à l'occupation nazie et à mai 68, sont contraints de faire le chemin jusqu'au tribunal de commerce de Paris pour déposer le bilan. Le 28 mai 2020, la nouvelle tombe comme un couperet dans la presse nationale. Le groupe Gibert, et particulièrement la branche Gibert Jeune, est placé en redressement judiciaire. Le redressement judiciaire n'est pas encore la liquidation totale. C'est un bouclier juridique temporaire, une mise sous tutelle par le tribunal pour empêcher les créanciers de dépecer l'entreprise immédiatement, le temps de trouver un plan de continuation ou des repreneurs. Mais pour les centaines d'employés, le choc psychologique est dévastateur. L'annonce résonne comme la confirmation clinique d'une maladie en phase terminale. Derrière les caisses enregistreuses et les comptoirs d'achat, les regards sont hagards. Beaucoup de ces employés ont passé 20, 30, parfois 40 ans dans ces rayons. Ils ont connu l'âge d'or, les files d'attente qui faisaient le tour du pâté de maison, l'euphorie des rentrées étudiantes. Aujourd'hui, sous le contrôle strict d'un administrateur judiciaire mandaté par l'État, chaque dépense est scrutée. Le compte à rebours est lancé. Le tribunal donne quelques mois à l'entreprise pour présenter un plan de viabilité. Mais tout le monde sait, de la direction jusqu'au dernier vendeur, qu'il est impossible de sauver l'intégralité du réseau. Pour que la marque Gibert survive, il va falloir amputer la partie la plus malade, la plus coûteuse, la plus symbolique de son anatomie. L'Empire va devoir sacrifier son propre berceau historique. Paris, début 2021. L'hiver enveloppe la capitale d'un froid tenace, à l'image du climat social et économique qui règne dans un pays encore traumatisé par les vagues successives de la pandémie. Au tribunal de commerce de Paris, les délibérations ont pris fin. Le couperet, redouté depuis des mois, finit par tomber. Le plan de sauvegarde du groupe Gibert est acté. L'entreprise va techniquement survivre, mais le prix à payer pour cette survie est d'une brutalité inouïe. Pour sauver le corps malade, il faut l'amputer de son cœur historique. La nouvelle est annoncée fin février, glaçant le sang du monde culturel parisien. 4 des 6 immenses librairies Gibert Jeune, situées sur la place Saint-Michel et ses abords immédiats, vont fermer définitivement leurs portes. C'est un séisme patrimonial. 71 salariés, sur une centaine travaillant dans ces boutiques historiques, perdent leur emploi. Le grand public découvre avec stupeur que l'institution qu'il croyait immortelle, ce monument de papier qui semblait faire partie intégrante de l'architecture parisienne, est en train d'être démantelé sous ses yeux. La décision de la direction n'est pas qu'une simple rationalisation comptable. C'est un effacement culturel. Les bâtiments condamnés n'étaient d'ailleurs pas de simples annexes. Ils abritaient les rayons les plus denses et les plus spécialisés, le pôle ésotérisme, la littérature classique, les sciences humaines, la médecine. C'étaient les lieux de pèlerinage où des générations entières d'étudiants avaient usé leurs semelles. Du jour au lendemain, des milliers de mètres carrés dédiés au savoir sont rayés de la carte du quartier latin. La direction invoque la hausse insoutenable des loyers commerciaux,
la concurrence déloyale d'Amazon, l'absence prolongée des étudiants et la disparition des touristes. Mais pour les Parisiens, ces raisons économiques implacables peinent à masquer l'immense sentiment de gâchis et de deuil. Sur la place Saint-Michel, l'atmosphère change brusquement. L'annonce de la fermeture déclenche une onde de choc. Pendant quelques semaines, une étrange frénésie s'empare des boutiques survivantes et de celles condamnées. La direction organise une grande braderie de liquidation pour vider les stocks avant de rendre les clés aux propriétaires immobiliers. Les vitrines, jadis élégantes et soigneusement agencées, se couvrent d'affiches criardes annonçant des remises de 30%, 50%, puis 70%. La noble librairie se transforme en une zone de déstockage d'urgence. Mars 2021. Les derniers jours d'ouverture de Gibert Jeune ressemblent à une veillée funèbre à l'échelle d'une ville. Attirés par les prix cassés mais surtout poussés par un besoin viscéral de dire adieu, les Parisiens reviennent en masse. D'anciennes files d'attente se reforment sur les trottoirs, rappelant cruellement les rentrées de l'âge d'or. Mais cette fois-ci, l'ambiance est lourde, silencieuse. Des grands-parents viennent avec leurs petits-enfants pour leur montrer la librairie de leur jeunesse. Des professeurs d'université, d'anciens étudiants devenus cadres, des écrivains et de simples passants déambulent dans les rayons avec une nostalgie palpable. À l'intérieur, le spectacle est crépusculaire. Au fil des jours, l'hémorragie s'accélère. Les livres disparaissent par milliers, emportés dans des sacs plastiques quelconques. À mesure que les stocks s'évaporent, les immenses rayonnages en bois massif se vident, révélant leur âge, la poussière accumulée dans les recoins inaccessibles et les traces d'usure laissées par le frottement de millions d'ouvrages au fil des décennies. Sans les livres pour absorber les bruits, l'acoustique des grandes salles à haut plafond change. Le murmure habituel des lecteurs fait place à l'écho froid des pas sur le parquet grinçant et au bruit sec des cartons que l'on scotche. Le véritable drame se lit sur les visages des employés. Certains d'entre eux travaillent ici depuis 20, voire 30 ans. Gibert n'était pas seulement leur employeur, c'était toute leur vie professionnelle, leur identité. Au comptoir des occasions, autrefois véritable cœur battant de l'entreprise où s'échangeaient argent liquide et manuels scolaires à une vitesse vertigineuse, le rythme a ralenti. Les coteurs effectuent leur dernier rachat avec des gestes mécaniques, la voix brisée, retenant leurs larmes face à des clients réguliers qui viennent leur offrir une boîte de chocolat ou simplement leur serrer la main. Aux caisses, les adieux s'éternisent. On n'achète plus seulement un livre, on achète une relique, un morceau d'histoire avant qu'il ne disparaisse. Puis vient le dernier soir. Le vendredi 19 mars 2021, à 18h, l'heure fatidique sonne. L'ultime ticket de caisse est imprimé. Les derniers clients sont invités à regagner la sortie avec une douceur infinie. Le silence tombe, lourd, définitif, sur les espaces vides. De l'extérieur, quelques badauds s'attardent encore sous la pluie fine de Paris pour filmer la scène avec leur téléphone portable. Lentement, avec un grincement métallique qui résonne comme une plainte dans le quartier latin, les lourds rideaux de fer descendent et s'enclenchent. Dans les jours qui suivent, la mise à mort symbolique s'achève. Des équipes d'ouvriers arrivent avec des échelles et des outils. Les célèbres emblèmes de Gibert Jeune, ces immenses lettres bleues sur fond jaune éclatant qui illuminaient les façades haussmanniennes depuis près d'un siècle sont déboulonnés. Les stores jaunes caractéristiques, repères visuels de tous les étudiants de France, sont arrachés. La place Saint-Michel se réveille avec un trou béant dans son paysage. L'Empire jaune a perdu sa forteresse. Quelques mois plus tard, la loi féroce de l'immobilier parisien reprendra ses droits. Les locaux historiques, vidés de leur âme, seront reloués à prix d'or à de grandes marques internationales de chaussures de sport ou à des enseignes de prêt-à-porter éphémères. Le triomphe de la consommation standardisée sur la culture indépendante est total. À l'endroit exact où des millions d'étudiants se sont passionnés pour Platon, Victor Hugo ou Sartre, on vendra désormais des baskets. Le crépuscule de Gibert Jeune n'est pas seulement la fin d'une librairie, c'est le symbole glaçant d'une ville qui se vide de son essence pour devenir un musée commercial à ciel ouvert. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans quelques grandes villes universitaires françaises ou en remontant le boulevard Saint-Michel à Paris, vous apercevrez encore la célèbre enseigne.
Contrairement à d'autres géants de la distribution qui ont totalement sombré dans l'oubli, le nom de Gibert n'a pas été effacé de la carte. À l'issue de son redressement judiciaire, l'entreprise a survécu. Elle a été reprise, drastiquement restructurée et a pu conserver plusieurs de ses points de vente en province, ainsi que son navire amiral parisien, Gibert Joseph, bien que sa voilure ait été considérablement réduite. Elle a même tenté, avec l'énergie du désespoir, d'accélérer sa mue numérique pour exister en ligne face à l'ogre de Seattle. Mais il ne faut pas s'y tromper. La survie juridique de l'entreprise n'est pas la survie du mythe. Le Gibert d'aujourd'hui n'est plus qu'une ombre, un écho lointain de l'empire tout-puissant qui dictait le rythme des rentrées littéraires de la nation. L'amputation des magasins historiques Gibert Jeune de la place Saint-Michel a brisé une magie séculaire. Le sanctuaire a été profané par les lois implacables du marché immobilier. Ce qui a disparu avec ces fermetures, ce n'est pas seulement une surface de vente ou des mètres carrés d'étagères. C'est un modèle social fondé sur la rencontre physique, le hasard d'une découverte au détour d'un rayon et le rite de passage incontournable de la jeunesse française. Le fameux sac jaune fluo, autrefois étendard d'une génération d'intellectuels et d'étudiants, est devenu une rareté dans les rames du métro parisien. La nouvelle génération a développé d'autres réflexes, Vinted, Le Bon Coin, Amazon. Le marché de l'occasion physique, qui faisait la fierté et la richesse de Gibert, a été disloqué par la puissance de l'algorithme et le confort mortifère de la livraison à domicile. La fragmentation de cet empire raconte une histoire beaucoup plus vaste, celle de la mutation brutale et silencieuse de nos centres-villes. Paris, à l'instar de nombreuses métropoles européennes, s'est transformé en une forteresse inabordable. En repoussant les étudiants, les classes moyennes et les familles vers les lointaines périphéries pour faire place à des boutiques de luxe, des chaînes standardisées et des logements touristiques, la capitale a tari la sève qui nourrissait ses propres institutions culturelles. Le quartier latin, jadis cœur palpitant de la pensée et de la contestation, ressemble aujourd'hui à un décor de théâtre figé, vidé de sa substance intellectuelle. Gibert reste debout, tel un vieux soldat blessé, tentant vaillamment de s'adapter à une époque qui n'est plus tout à fait la sienne. Les employés qui ont échappé au plan de licenciement continuent de défendre avec passion leur métier de libraire, conseillant les lecteurs et triant les ouvrages avec l'expertise intacte qui a fait la réputation de la maison. Mais une question douloureuse flotte dans l'air, au-dessus des derniers bacs d'occasion. Pour combien de temps encore? Dans un monde où le savoir se dématérialise, où la musique se loue au mois, et où la valeur d'un texte se mesure en temps de cerveau disponible sur un écran de smartphone, quelle place reste-t-il pour les cathédrales de papier? L'histoire de la chute de Gibert laisse un goût amer. Elle nous rappelle qu'aucune forteresse, aussi majestueuse et utile soit-elle, n'est à l'abri de l'usure du temps. Le mythe s'est effondré, non pas sous les bombes d'une guerre, mais sous le poids silencieux de la technologie, de l'aveuglement stratégique et de l'indifférence d'une ville qui a fini par oublier ceux qui lui avaient donné une âme. La chute de l'empire Gibert au cœur de Paris n'est pas qu'une simple faillite commerciale ou une ligne rouge de plus dans les bilans de l'économie française. C'est la disparition d'un écosystème vivant. Pendant plus d'un siècle, ces immenses librairies aux stores jaunes n'ont pas seulement vendu ou racheté des pages imprimées, elles ont activement façonné la jeunesse de la nation. Elles étaient dans le point de convergence, le carrefour bouillonnant où des étudiants de toutes origines venaient échanger leur savoir, marchander leur avenir et forger leur identité intellectuelle. Quand les gigantesques lettres bleues ont été définitivement décrochées de la place Saint-Michel, c'est un pan entier de la mémoire collective qui s'est évaporé dans le ciel gris de la capitale. L'histoire de Gibert nous rappelle une vérité brutale, implacable, du monde des affaires. L'affection du public ne suffit jamais à garantir la survie d'une entreprise. Un empire meurt à petit feu lorsqu'il confond son glorieux passé avec une assurance vie pour l'avenir. En sous-estimant la révolution numérique, en réagissant trop tard face à l'ogre Amazon, et en ignorant la mutation profonde et silencieuse des centres-villes embourgeoisés, le géant s'est laissé asphyxier par ses propres coups de structure. Ce n'est pas un virus ou une seule erreur stratégique qui a terrassé le modèle Gibert, mais l'incapacité tragique d'une institution centenaire à se réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Mais au-delà des erreurs de gestion, le crépuscule de cet âge d'or soulève une question fondamentale sur l'âme de nos cités. Le commerce de détail physique, historique et culturel
n'est pas qu'une simple transaction financière. Ce sont des rues qui respirent, des rituels immuables de septembre, des files d'attente qui créent du lien social et des rencontres fortuites entre deux étagères en bois massif. Si nos centres-villes ne se résument plus qu'à des vitrines de luxe inaccessibles ou à des showrooms sans âme, nous perdons bien plus que des magasins. Nous perdons nos repères communautaires. Le mythe Gibert survivra dans la nostalgie de ceux qui ont un jour porté avec fierté ces fameux sacs jaunes fluo. Mais son époque de toute puissance est bel et bien révolue. Et vous, quels sont vos souvenirs liés à ces grandes librairies historiques? Avez-vous connu l'effervescence et la tension joyeuse des comptoirs d'occasion? Partagez vos histoires et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si ce documentaire a réveillé quelques souvenirs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour nous aider à retracer l'histoire d'autres empires commerciaux oubliés. Merci de votre fidélité et à très bientôt.